c'est parti, émission 3, hein. On a fait quoi la semaine dernière? Ah oui, c'était Double Week, c'est vrai. On a fait un quiz quand même pour le plaisir entre nous. C'est Nico qui a gagné, c'est ça? 3 quiz différents, 3 vainqueurs différents. Bon, sauf Jérémy, le rookie wall manifestement. Salut à tous, le Squeak Talk saison 2, épisode 3. On va parler de la France, et pas n'importe laquelle, la France du meilleur 5 de tous les temps des Bleus. Kevin Punter, Nicolas Lang et Dominique Malonga seront dans le Fast Talk, et on terminera par un quiz de bonne aloi. Pour tout ça, voici notre 3 de départ aujourd'hui. 50% Axel Julien, 50% mauvaise foi. C'est Nils Tonimus. Bonjour Nils. Bonjour Fred, bonjour à toutes, bonjour à tous. 50% de mauvaise foi, je trouve que je m'en tire très très bien. Merci. Ça montera peut-être les prochaines émissions, on verra selon aujourd'hui. 50% Kyrie Irving, 50% réel Instagram. C'est Jérémy Baker. Hello Jérémy. Salut, je pense même que je suis à 70% de réel Instagram. Ah, ça commence déjà à râler sur les pourcentages. Je vous sens chaud pour le quiz. Et enfin, 50% Bryant Dunston, 50% rédaction en chef. C'est Nicolas Bayou. Salut Nicolas. Salut Fred, salut à tous. On va commencer directement, on va rentrer par un team talk. On va commencer par un jeu d'équipe finalement, parce que c'est la FIBA qui cette semaine nous a donné envie de parler des Bleus. Un article sur le site de la Fédération internationale pour trouver le meilleur 5 de tous les temps de l'équipe de France. C'est facile, mais on avait envie de s'y mesurer tous ensemble, de savoir quels sont les 5 joueurs que vous mettriez dans vos légendes de l'équipe de France et dans votre 5 idéal. Déjà en commentaire, vous pouvez indiquer votre 5 majeur de cette équipe de France de tous les temps. Donc on peut avoir des surprises éventuellement avec Nils, Jérémy et Nicolas. Messieurs, 5 joueurs, c'était peut-être facile, peut-être pas si facile que ça. La première question que j'ai envie de vous poser, avant d'aller sur chacun d'entre vous pour voir vos 5, est-ce que quelqu'un a eu l'outrecuidance de ne pas mettre Tony Parker en 1? Non, personne. C'est bon Jérémy, tu ris, mais je sens que tu avais envie de faire une dinguerie. Sur le Jérémy. J'ai pensé à mettre un petit Nolan Traoré en 1, mais je me suis retenu ça. Pas encore, ça viendra peut-être. Allez Jérémy, tu commences, donne-nous tes 5 joueurs de ce 5 all-time pour les Bleus. Alors, en meneur comme tout le monde, j'ai mis notre très cher Tony Parker, la légende française. En arrière, j'ai décidé de mettre Evan Fournier. En ailier, j'ai sélectionné Nicolas Batum. En ailier fort, Boris Diaw. Et en pivot, Wemby. Très bien, donc le choix. Très peu de prise de risque, choix de l'évidence. Soit de l'évidence. Jérémy. Oui, mais peut-être que l'évidence finalement va faire consensus, Nils. As-tu choisi l'évidence? Non, t'as pas choisi l'évidence? Non. Moi, quand je fais ce genre de 5, je laisse parler mon cœur un petit peu plus. Aïe. Par contre, non. Avec raison quand même. Je suis pas allé chercher Axel Julien, hein, même s'il est dans le corazon. Non, puisque Tony Parker. Oui. Tony Parker en 1, on le sait. Moi, j'ai été mettre Nando De Colo en 2, qui Très me bien. fait plus vibrer qu'un Evan Fournier dans son prime. En 3, j'ai mis Hervé Dubuisson. En 4, j'ai mis Victor Wembanyama. Et en 5, j'ai mis Joachim Noah. Ouh, ah oui, donc toi le conservatisme, ça n'existe pas quoi. Non, mais après j'ai pris une route où c'est pas le 5 majeur c'est pas les 5 qui ont la plus belle carrière en équipe de France. Forcément, mais Joachim Noah qui a fait une campagne, c'est pas ça. Mais j'ai pris ceux qui, moi, m'avaient fait vibrer et qui ont eu des grandes carrières. J'aime beaucoup ton 5. Je suis pas du tout d'accord, mais j'aime beaucoup ton 5. Nico, pour toi, Tony Parker, évidemment en 1, il reste 4 noms à donner. Je suis allé dans le classique avec une pointe d'histoire ou de nostalgie pour ce qui me concerne. Donc en 1, évidemment, Tony. En 2, j'ai longtemps hésité, j'ai mis Antoine Rigaudot. En 3, j'ai mis Nicolas Batum. En 4, Boris Diaw. Et en 5, Victor Wembanyama. Très bien. Wemby, 2 voix. Wemby, 3 voix. Parce que moi aussi, j'ai mis Victor Wembanyama en 4, 5. On l'a tous, non? On l'a tous, hein. On l'a tous, oui, t'as raison. Ouais. Mais tu l'as pas mis en 5. J'ai mis en 4. Petit tricheur. Donc on l'a tous. Étonnant, on va en parler dans quelques secondes. J'ai mis Boris Diaw aussi au poste 4. J'ai également mis Nicolas Batum au poste 3. Tony Parker sera mon meneur. Et au poste 2, j'ai fait comme Nils. J'ai pris Nando De Colo. C'est bien, on n'a pas vraiment effectivement les mêmes. Ça tourne un peu, on va pouvoir en parler. D'abord, peut-être, on va évacuer Tony Parker. Il y avait
aucune chance dans votre esprit. Il n'y a aucun autre nom qui a effleuré votre esprit. Non, Non. bah non. Non, parce qu'il est indissociable de l'histoire du basket français plus que de l'équipe de France. Il dépasse même l'équipe de France, mais C'est le GOAT le seul du basket titre français. ouais, le seul titre du basket français pour le moment, le seul titre, la seule médaille d'or, c'est avec Tony Parker, avec ce tournoi fantastique et cette demi-finale mémorable. Bon, Tony, de toute façon, voilà, les médailles, le parcours, Laura, je pense qu'effectivement, c'est le poste où il n'y a pas débat. Tout le reste, on a un petit peu des variantes. On descend, je vous propose de 2 à 5 tranquillement. Poste 2, on a du Evan Fournier pour Jérém, on a du Nando De Colo pour Nils et moi-même. Nous avons Antoine Rigaudot pour Nico. Je vous avoue, j'ai beaucoup hésité et c'est les 3 noms que j'avais en hésitation. Donc on va voir pourquoi. D'abord, tiens, Nils, pourquoi toi aussi tu es allé sur Nando De Colo? J'avoue, moi, avoir moins pensé à Antoine Rigaudot, mais Nando De Colo parce que je le mets sur la même ligne qu'Evan Fournier, cadre de l'équipe de France pendant longtemps, les plus belles années des Bleus, peut-être encore avant même Evan, il a peut-être plus contribué aux belles années encore que Evan parce que il a commencé avant, mais moi Nando c'est le spectacle en fait, c'est le genre de joueur, tu regardes, à tout moment, ça peut être un waouh exceptionnel, quoi. Des actions qui te laissent bouche bée où tu te demandes mais comment il fait ça. C'est là-dessus que j'ai fait la différence. Je pense que c'est surtout une question de qu'est-ce qui te touche le plus chez un joueur. Donc toi tu privilégies on va dire la passe au scoreur brut que peut être Evan Fournier, plus peut-être ça aussi. Ouais, après Nando était un énorme scoreur, mais disons ils ont quasiment le même palmarès en équipe de France. Nando a pas eu la même carrière en NBA, mais a eu une carrière en Europe qui est certainement la plus grande pour un joueur français. Tu l'as pris en compte ça dans ton esprit finalement, la carrière en Europe? Ouais, bien sûr. Tu prends la carrière en équipe de France, la carrière en club et ce qui te fait le plus vibrer. Moi, c'est comme ça que j'ai réfléchi. Ouais. Nico, je viens de chercher après sur Antoine Rigaudot, mais d'abord Jérém parce que De Colo Fournier, c'est. Bah j'arrive, je suis avec toi. Mais De Colo Fournier, effectivement, c'est parcours presque concomitant, même si Evan arrive un petit peu après Nando. Toi, tu penches plutôt pour Evan Fournier. Qu'est-ce qui t'a marqué en plus? Puisque c'est ça dont Nils parle. Non seulement je penche pour Evan Fournier, mais je vous avoue que j'ai très peu douté. En vérité, j'ai tout de suite mis le nom de Fournier pour la simple et bonne raison que c'est, je pense, à titre personnel, en tout cas, le joueur qui m'a le plus fait rêver chez les Bleus, ou en tout cas que j'ai pu voir de mes propres yeux, je vous parle. Mais ouais, c'est le joueur qui m'a le plus marqué. Et j'ai entendu justement il n'y a pas longtemps Kevin Garnett parler de lui dans un podcast et qui disait qu'il avait énormément de respect pour Evan Fournier parce que c'est le premier mec qui a vraiment cru que c'était possible de battre les Américains, en tout cas dans l'ère très moderne, et qui joue pour se battre et qui joue pour gagner. Moi je me rappelle, c'était il me semble au JO, quand on perd contre les États-Unis en finale et que je le vois tout de suite retirer sa médaille d'argent. Il était venu pour jouer pour l'or et ça c'est une mentalité qui me plaît, c'est une mentalité de battant. Et ouais, il est venu pour gagner tout simplement, et sa performance aussi à l'Eurobasket en 2022, pour moi juste légendaire tout simplement. Son match contre l'Italie c'était incroyable. Et je me rappelle aussi tout simplement des JO cet été, mine de rien, où il y a eu des altercations, il y a eu un petit peu de feu à droite à gauche. Mine de rien, il est resté dans son match, dans sa compétition, comme le professionnel qu'il est. Et ce shoot légendaire face au Canada, il m'a fait crier devant ma télé. La médaille, il la cache aussi en 2019, Coupe du Monde, quand il y a la médaille de bronze. Au moment où il la récupère et il dit je n'étais pas venu pour ça. Effectivement, il vient jamais pour ça finalement en équipe de France, mais il n'a pas eu la récompense qu'il voulait encore. Cette médaille d'or, Evan Fournier avec les Bleus, contrairement à Nando De Colo. Nico, toi tu as choisi Rigaudot, mais entre Nando De Colo et Evan Fournier, si tu avais eu à faire un choix, ce choix-là? Nando, j'aurais été pour Nando. Pour Nando, pour l'ensemble de sa carrière en bleu, sa longévité. Bravo à Evan Fournier déjà pour ce qu'il a fait en bleu. Pour moi, c'est peut-être le meilleur attaquant depuis Hervé Dubuisson. Tu en parleras tout à l'heure sans doute Nils, mais c'est un attaquant hors pair, c'est Evan Fournier. Mais moi, j'aurais plutôt entre les deux pris Nando. Mais je n'ai pas choisi ni Nando ni Evan Fournier. Non, tu n'as pas pris le maestro ni... le grec Evan Fournier. J'ai pris le roi. J'ai pris le roi Antoine.
Tu veux que j'explique? Ah, je veux bien. Allez. Je sais pourquoi, mais je veux bien. Il y a évidemment pour le romantisme du basket, Antoine représente l'avant Parker. Pour moi, c'était le plus grand joueur du basket français avant Tony Parker. Tony est arrivé et il a pris cette position de leader all-time de l'équipe de France. Mais il représente à la fois la réussite et l'échec, puisque ce sont les années Rigaudot, ce sont les années où on a vu l'équipe de France avoir un potentiel incroyable. On a rêvé, on a fantasmé sur un titre européen avec cette génération. Et voilà, il y a cet Euro 2005 qui se termine bien quand même avec une médaille de bronze. C'est la première médaille en championnat d'Europe depuis très très longtemps. Il y a quand même eu les Jeux Olympiques de Sydney où Antoine a eu déjà une part prépondérante. Le match contre... pas les citer, j'étais inquiet. Oui, non, quand même. Le match contre la Chine, de mémoire, il fait un match exceptionnel, 27 points, du très grand Rigaudot, avec ce côté soyeux du tir, cette esthète de la gestion, de la lecture du jeu. Et puis ce championnat d'Europe 2005 où on a vécu en fait on a vécu un résumé de ce qu'est l'équipe de France depuis 30 ans, c'est-à-dire beaucoup de déceptions dans un premier temps et puis beaucoup d'espérance, beaucoup d'espoir, des podiums. 2005, c'est cette demi-finale perdue contre Diamantidis et puis finalement je sais pas de quoi tu parles, j'ai oublié. cette rectification Diamantidis. Et Antoine a une part de responsabilité dans ce match, tout comme Tony Parker. C'est la passation de pouvoir. Et il y a quand même à l'arrivée une médaille de bronze pour cette équipe de France. Voilà. Antoine Rigaudot pour le côté romantique, nostalgie, parce que ce joueur m'a fait rêver. Si on quitte un peu l'équipe de France, il a été peut-être dans le top 3 entre les années 97 et 2002 en Euroleague. Oui, parce qu'il y a ça aussi. Il y a Nando De Colo, on en parlait tout à l'heure, il y a le côté Nils, Nando De Colo règne sur l'Europe. Rigaudot a été le premier à vraiment le faire. Oui, exactement. Ça a été un joueur majeur de l'Euroleague et le leader aux côtés de Ginobili, un petit peu avant Danilovic. C'était le leader de cette équipe qui était la meilleure équipe d'Europe. Ça n'a pas duré longtemps, ça n'a pas été une dynastie, mais le Kinder Bologne de la fin des années 90 et du début des années 2000 marchait sur l'Europe et Antoine faisait partie du meilleur joueur et représente pour moi le premier Français à réussir à l'étranger. En Europe. Il n'a pas eu cette chance de partir en NBA. Enfin, il a fait un essai, mais ça n'a pas été concluant, Antoine. Mais voilà, c'était un joueur qui rendait meilleures les équipes. Et notamment l'équipe de France. C'est-à-dire que, ok, il pouvait marquer 20 points, 25 points, mais c'est vraiment, pour moi, c'était un petit peu comme Magic Johnson faisait à son époque. C'est-à-dire que d'abord le collectif et après les stats perso. Il a testé la NBA, mais il a testé Dallas et son univers impitoyable. Du coup, ça n'a pas marché. C'est le poste où on avait le plus de noms, finalement. Est-ce que quelqu'un a changé d'avis avec les arguments des autres? J'imagine que non, parce que vous êtes têtus comme des mules. Non, mais voilà. Je pense qu'avec Nico, on a voulu faire pareil, lui avec Rigaudot, moi avec Dubuisson. Les belles années du basket français, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est à partir de Tony Parker. Mais ne pas oublier qu'il y a eu aussi des bâtisseurs avant. Ouais, c'est les perdants magnifiques, un peu comme nos Tigana, nos Platini des années 80. On avait le plus beau jeu peut-être, mais on gagnait pas. On se faisait avoir par les Allemands le réalisme et la Deutsche Qualität. Et on a rêvé, même un Yann Bonato m'a fait rêver en équipe de France, alors que l'équipe de France était catastrophique au niveau des résultats. Si on était dans les 7-8 premiers d'un championnat d'Europe, c'était pas mal, quoi. Et donc ça représente cette époque, Antoine Rigaudot, comme Hervé Dubuisson, effectivement, quelle longévité, quelle carrière incroyable, scoring machine, et puis aussi beau à voir jouer, quoi. Bon, on y va sur Dubuisson, puisqu'on a fait poste 1 et 2, on va sur le poste d'ailier où tout le monde a mis Nicolas Batum, tout le monde sauf l'irréductible Gaulois Kenny Sonimus qui a mis Hervé Dubuisson. Là aussi c'est ton romantisme qui parle, Nils. Alors c'est marrant parce que je l'ai pas tellement connu en tant que joueur, Hervé Dubuisson, c'est pas vraiment ma génération, mais j'ai fait mes recherches, on me l'a présenté quand j'étais jeune, mon papa qui m'a montré les vidéos, Hervé Dubuisson, regarde ce que c'était, et
il y a aussi un aspect chiffre qui parle. On parle quand même, Hervé Dubuisson premier au nombre de sélections en équipe de France, premier au points marqués en équipe de France all-time, record de points sur un match avec l'équipe de France. Je crois qu'il a 6 des 10 meilleurs perfs au point en équipe de France. Il y a ce côté-là, et puis le côté où il était en avance sur son temps. Ceux qui, comme moi, l'ont pas forcément vu jouer, allez voir sur YouTube, il y a quelques highlights. Les tirs qu'il mettait, c'est des tirs qu'on voit prendre aujourd'hui, qu'on voyait pas tellement à l'époque. Et il avait une palette qui était incroyable, qui a brillé en équipe de France. Nico parlait de sa longévité. Et en plus, sur le poste d'ailier, j'ai eu un peu pareil sur le poste d'ailier fort, ou avec Boris Dio. Nicolas Batum et Boris Dio ont eu des carrières formidables, des énormes joueurs dans le collectif, un bonheur, mais qui pour moi n'étaient pas des, entre guillemets, superstars ou joueurs, des machines, des joueurs hors normes qui portaient une équipe. Est-ce que tu as besoin d'être une superstar pour être pour moi, pour être dans une équipe all-time, ouais. Ok, ça se tient, mais au moins comme ça tu l'as dit. Les autres ont choisi Batum, en revanche. Pourquoi vous avez choisi la non-superstar selon Nils Onimus, Nicolas Batum, Jérém et Nico? Non, Batum parce que c'était le choix le plus logique. Pour moi, c'est le meilleur joueur à ce poste de l'histoire de l'histoire française. Quand j'ai pu commencer un petit peu à regarder le basket dans ma jeunesse, il était justement à son apogée avec les Blazers. Il sortait des grosses stats. Un shooter très fiable et un excellent leader dans le vestiaire. Pour moi, c'était une évidence. Toujours là aussi, peut-être, à part un été, en 15 ans, on va pas lui en tenir rigueur, Nico, c'est peut-être ça aussi la valeur du maillot pour oui. Nico Batum qui fait la différence. Les valeurs, c'était quasiment un co-capitaine à chaque campagne. Puis c'est un joueur qui s'est adapté au fur et à mesure de sa carrière, un peu comme Boris Dio, très aérien au début, qualité de shooter et puis après qualité de facilitateur. C'est le lion de l'équipe, je pense, sûr et en dehors du terrain, c'est un mec, à mon avis, une crème pour un coach d'avoir un Nico Batum dans son effectif, tout comme un Boris Dio, on pourra en reparler plus tard. Mais voilà, le rôle qu'a Nico dans l'équipe de France depuis qu'il est arrivé, ça a toujours été que des positifs, du positif pour cette équipe, à part quand il voulait trop en faire au niveau du scoring. Je me souviens de certaines campagnes où il annonçait qu'il voulait être meilleur marqueur, et ça n'a jamais marché. En fait, quand il a annoncé qu'il voulait être, qu'il avait des ambitions personnelles dans le projet collectif, ça n'a jamais été un joueur qui tirait la couverture vers lui. Mais voilà, il a eu quelques petits échecs, mais c'est un joueur qui s'est remis en cause à chaque fois, Nico Batum. Ouais. Et puis gros défenseur aussi, gros défeffenseur de l'équipe de France. Tu vois, quand je disais après, compte sur Prepelic. Oh oui, bien sûr, c'est l'une des actions, effectivement, les jeux de Tokyo, le contre de l'histoire pour l'équipe de France. Mais tu vois, quand je disais après que Jérémy ait donné son 5, c'est la facilité sans être péjoratif. Nicolas Batum, c'est vraiment ça, c'est qu'en fait, ça fait 15 ans qu'il est indéboulonnable sur le poste d'ailier. C'est lui qui a connu à ce poste toutes les belles années de l'équipe de France. Donc en fait, c'est le choix logique, même si il a connu de très belles campagnes, mais ça n'a jamais été, je trouve, le grand leader dans le jeu de l'équipe de France. Tu vois. Est-ce que c'est pas une de ses forces, justement, Nils? Bien sûr, il en faut dans une équipe. Grand leader que tu dis, il reste 15 ans quand même. Ça veut dire qu'en 15 ans, c'est toi le titulaire du poste et tu fais ce qu'il faut pour rester le titulaire du poste. Bien sûr. Mais ça n'a... Pour moi, pour rentrer dans un 5 all-time, il faut être le leader à un moment de l'équipe, celui qui va avoir les ballons en fin de match, tout ça. Nico, ça n'a jamais été le cas et c'est pas un problème. Enfin, ça a été le cas fin du monde 2014. Ouais, si t'as que ça dans ton équipe, des mecs qui ont le ballon en fin de match, ça ne marche pas. Sauf que là, on demande un 5 all-time, et pour moi, pour rentrer dans ce 5, c'est un peu cette catégorie de joueurs. C'est un avis personnel, une option que j'ai prise sur mon 5. Dites-nous dans les commentaires, on a fait les extérieurs pour l'instant. Parker, Fournier, Batum pour GM. Parker, De Colo, Dubuisson pour Nils. Parker, Rigaudot, Batum pour Nico. Parker, De Colo et Batum pour moi, voilà, pour l'instant, nos 5 de légende, nos 3, parce qu'il nous reste 2 joueurs, à discuter. On va en reparler d'ailleurs, de ce que tu as dit, Nils, sur avoir les ballons en fin de match pour Joachim Noah dans quelques secondes. Parce que sur ces 2 derniers, poste 4, on a tous mis Dio, à part toi, qui met Wemby. Poste 5, on a tous mis Momi, à part toi, qui met Joachim Noah. D'abord, est-ce que quelqu'un a hésité entre Noah, Wemby ou Gobert au poste 5, par exemple?
Oui, moi je l'ai mentionné. Comme j'ai hésité entre Antoine et Nando, là j'ai hésité avec Joux, avec Joachim Noah. Mais je l'ai pas mis parce que en 5, j'ai mis Victor et que Victor représente le futur et Joachim. En fait, je suis à la fois tiraillé entre ce qu'il représentait. J'adorais sa personnalité. J'adore Tu parles de Noah, là. Moi, je parlais de Gobert, par exemple, puisqu'il n'a pas été cité. Ah, tu parlais de Gobert. Ah oui. Gobert, tu étais parti sur une fausse piste. Non, Gobert, j'ai passé. Non, j'ai pas hésité à ne pas le prendre. Les autres non plus. Non. Très bien. Pas de Rudy. Moi, j'ai hésité un petit peu quand même, puisque j'ai été consensuel sur mes postes, donc entre Victor et Rudy. Rudy, il y a une campagne où tu peux te dire ah ouais quand même il est de cette catégorie-là, c'est la Coupe du Monde où c'est quoi, c'est 2019 hein, ouais. où on tape les Espagnols chez eux. Ah non, 2014 pardon. 2014. 2014. Médaille de bronze. 2019 où il y a eu le quart de finale contre les États-Unis. C'est sa révélation en fin de compte en équipe de France en 2014 où il fait un match contre les Espagnols qui est phénoménal. En attaque, en défense, il met Stepa Gasol, je crois encore, sous cloche, ou Marc, un des deux, parce qu'ils étaient rarement les deux ensemble. Ouais. Mais Pau Gasol le martyrise un an plus tard au championnat d'Europe en France. Il met 44 points et il martyrise. Exactement, martyrise. Mais c'est vrai que sur cette campagne-là, Rudy rentre totalement dans la conversation de quand même. On a un pivot qui est 3 fois Dipoy et en plus qui brille avec l'équipe de France. Tu nous dis tout à l'heure que tu as pris en compte la carrière européenne de Colo. Pourquoi tu ne prends pas en compte la carrière et les récompenses NBA de Rudy ? Parce que Joachim Noah, pour moi, a encore plus d'accomplissements en NBA. Joachim Noah a plus d'accomplissements en NBA que Rudy, pour toi Dans l'image, peut-être qu'il a marqué... Si tu englobes... Oui, pour moi, oui. Il est plus offensif déjà. Joachim Noah, c'est quand même numéro 3 au vote de MVP en 2014, les amis. Dans le meilleur 5, qui est un garçon qui a 7 triple-doubles en NBA, qui a été aussi Defensive Player, qui a été 2 fois All-Star. On oublie, je pense qu'il y a énormément de gens qui oublient à quel point Joachim Noah était un basketteur fantastique dans son prime avec les Bulls. Avec les Bulls, oui. Avec les Bleus... C'est une seule campagne, 2011. Alors une campagne marquante parce qu'effectivement son arrivée avait beaucoup fait parler. Mais une seule campagne est terminée derrière. Même les JO, ensuite, il y a c'est beaucoup de regrets. C'est beaucoup de regrets, Joachim. C'est beaucoup de regrets parce qu'il a apporté quelque chose de différent. Sa mentalité personnelle, sa rage... et son leadership quelque part. Mais voilà, il a pris une autre direction, on peut respecter, mais on reste un peu déçu de ne pas avoir vécu d'autres grands moments avec lui, et c'est ce qu'a dit Tony, avec Joachim Noah, et l'équipe de France aurait pu avoir peut-être d'autres titres européens. Donc ça reste... un éclair comme ça en équipe de France, une comète qui a éclairé cette équipe, et puis boum, derrière c'était fini, mais c'était un joueur fantastique en équipe de France. Le Fast avec toutes les actus juste après ce débat, mais on n'a pas fini sur les intérieurs. T'as mis Noah en 5, t'as mis Wemby en 4. Toi Nils, est-ce que c'est parce que tu voulais t'en sortir par une pirouette ? Est-ce que c'est parce que tu voulais absolument mettre Joachim Noah en 5 ? Oui, parce que je voulais avoir Noah en 5 très clairement, et puis que Wemby peut faire les deux, et sur le poste 4, comme avec Nicolas Batum, ce que je disais, Boris Diaw, énorme carrière, joueur que personnellement, un peu comme Joachim Noah, comme Nando, je suis archi fan, mais qui n'a pas été méga leader si, par la voix, mais dans le jeu qui n'a pas été le go-to guy entre guillemets. Donc il ne rentre pas dans éclaireur de la raquette, de 5. Oui, non mais et dans un collectif ultra important, comme je disais, tu peux pas avoir que des stars dans une équipe, donc d'avoir un joueur qui est autant au service du collectif que Boris, c'était primordial. Mais moi, pour faire le cut dans mon 5 all-time, il faut avoir été le leader, et chose que Wemby est déjà plus ou moins va devenir, que Joachim Noah a été avec les Bulls à une époque. Ok, Nils, le négatif. Dites-moi les autres pourquoi Boris Diaw est une évidence au poste 4, même si j'ai presque hésité avec Florent Pietrus, moi. Oh. Et moi j'ai pensé à Michael Pietrus pour le poste 3, j'avoue. Mais ça c'était tout à l'heure. Mais non, Boris Diaw, je pense que c'est
c'est le plus grand facilitateur de l'histoire française en vrai dans le basket. Je pense que tout le monde rêve d'avoir un Boris Diaw dans son équipe qui fait moins de 115 kilos, je pense. Mais c'était plutôt évident. J'ai plus hésité sur le Noah, éventuellement en 5 à la place de Wemby. Boris Diaw, c'est légende de Biscarrosse. Légende partout. Boris, tu es facilitateur, meilleur facilitateur français. Je pense que tu peux mettre dans le top 5 des facilitateurs du basket mondial, non? Ouais. Facile. Très possiblement. Et on oublie trop rapidement aussi le côté athlétique qu'il avait à Phoenix. Hein. Oui, parce qu'avant d'être un poste 4 bien ancré, on va dire, c'était un vrai poste 3 délié. Il y a quelques highlights Aérien. pour les plus vieux, Nils, n'est-ce pas? Toi qui aimes bien voir Alors attends, les vieux voilà. sur YouTube. J'ai sur mon bureau l'autographe de Boris Diaw avec Atlanta, d'accord, qui shoot juste en dessous de Ben Wallace, dédicacé par lui-même. Donc attention à ce que tu dis, Fred, quand même. Hein. Pas de problème. Moi, je me souviens du dunk sur Robert Goulias en finale du championnat. Eh oui, Depo Ortez, c'était un joueur extraordinairement spectaculaire avec les deux frères Pietrus. Pau, à cette époque-là, ça volait très très haut. Et Babac a eu cette période-là au début de sa carrière où lui tout seul, c'était beaucoup de highlights. Et lui aussi, il fait le palmarès finalement et équipe de France et hors équipe de France avec titre de champion à Pau et le titre NBA en 2014 avec les Spurs. Évidemment qu'il avait... Chut, on t'entend pas, Nils. Wemby, on l'a tous mis en 5 à part toi, Nils, qui a choisi Joachim Noah, mais qui a mis Wemby en 4. Wemby qui a fait qu'une seule campagne pour l'instant. Pourquoi on a tous mis Wembanyama? Parce qu'on le met par anticipation finalement? Parce que oui, et puis c'est le futur. C'est le futur de l'équipe de France qui va construire autour de lui avec le nouveau coach. Donc il va marquer l'histoire de cette équipe de France, on l'espère. Il va y avoir des médailles, des campagnes... belle campagne avec une médaille ou des titres. Il y en a déjà une. Ouais, il y en a déjà une. mais oui, poste 5 parce que ça va être de plus en plus, on l'espère, son poste, même s'il est capable effectivement de s'écarter, de tirer à 3 points. Mais 2m20 en équipe de France, poste 5 pour le futur, moi ça collait parfaitement, quoi. Dans le jeu, c'est déjà quelque chose qu'on n'a jamais vu en fait en France, d'un garçon avec autant de talent, autant de taille, aussi intelligent dans le jeu. Il a beau avoir fait qu'une campagne, 2 saisons, deuxième saison NBA en cours, c'est déjà du jamais vu, donc c'est ce qu'on veut dans un sac all-time. Ok, un petit peu par anticipation, mais on l'a tous fait. Je pense qu'on ne s'est pas concerté, hein, évidemment, avant ce débat. Il n'y a pas eu de magouille. Comme il n'y a pas eu de magouille pour le quiz, personne ne sait encore ce qu'il y a dans le quiz avec lequel on finira l'émission. Jérém, pareil, toi tu l'as mis par anticipation? À moitié par anticipation et aussi à moitié pour ce qu'il a fait, parce que certes, on est un petit peu dans la culture de l'instant, mais je pense que si on parlait d'un joueur qui avait vécu cette campagne-là il y a 20 ans et qui avait fait qu'une seule campagne de toute sa carrière, on en aurait quand même parlé en disant ouais, mais certes il n'en a fait qu'une seule, mais elle était légendaire, etc. Donc oui, c'est par anticipation, mais en même temps ce qu'on a vécu cet été à Paris, c'était juste fou. Et voir Wemby, mine de rien à ce niveau-là, et ce qu'il a été capable de faire, c'était impressionnant, même si voilà, il est encore jeune, il y a de l'irrégularité, il y a un peu de déchets dans son jeu, ce genre de choses, mais il apprend encore. Donc à moitié par anticipation, je dirais. Et une seule campagne, ça n'a pas empêché Nils de mettre Joachim Noah dans son 5. Mais parce que tu... Ah ouais, il y a des critères différents aussi. Ouais, quand tu fais un 5 all-time, tu sais pas tu prends pas les mêmes critères. Il y en a, tu vois, Dubuisson par exemple. J'ai beaucoup pris sa carrière en équipe de France dans les critères, en plus de son jeu qui était exceptionnel. Joachim Noah, c'est plus de l'affect parce que ça m'a fait vibrer, parce que j'adorais le joueur, parce qu'en plus il y avait des accomplissements hors équipe de France. Mais on n'a pas dit qu'on faisait le 5 des plus grandes carrières en équipe de France. On a dit le 5 des Français qui nous fait le plus rêver. On a dit le 5 de légende de l'équipe de France. Tu twistes un peu pour avoir ce que tu veux, mais bon, on te l'accorde. On est magnanime. Ça, pour le coup, on en a discuté avant l'émission. On a dit, on s'est ouvert à tout. Moi, je fais mon 5 des joueurs français qui m'ont fait vibrer, qui sont susceptibles de porter le maillot français. Voilà. J'ai bien compris que vous faites votre sauce et qu'elle n'est pas béarnaise, Nils. Pas de soucis. Voilà les 5. Vous nous donnez vos 5 dans les commentaires, évidemment, pour voir si vous avez d'autres noms, peut-être des noms. Personne n'a mis Embiid en 5. Non, personne n'a mis Embiid, non. Ça m'étonne. Le rêve est passé.
Zéro sélection, effectivement. Le rêve est passé pour Joel Embiid. Et peut-être vous avez d'autres noms, peut-être aussi des plus vieux. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas remonté très très loin. C'est Dubuisson finalement qui est le plus loin dans le temps. Peut-être que des Robert Busnel, des Monclar, des Beugnot font partie des noms que vous associez à l'équipe de France. Vous nous dites tout ça en commentaire. Dans quelques minutes, le quiz, évidemment. Mais d'abord, on parle de toute l'actu de cette semaine. C'est le Fast Talk avec la fin du mois d'octobre, messieurs. Et on connaît le MVP du mois d'octobre pour l'Euroleague. C'est Kevin Punter du Barça. 5 victoires, 2 défaites pour le Barça. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire là-dessus? Est-ce que c'est logique? Est-ce qu'il y a un petit scandale ou on prend Kevin Punter? Rien à dire. Non, je m'arrête pas. Kevin Punter, MVP du mois d'octobre, on verra. C'est donc pas Théo Malédon qui a un peu flanché et fléchi sur la dernière semaine, notamment de. Ça aurait pu être TJ Shorts aussi dans la conversation. Ça aurait pu être TJ Shorts aussi. Classement qui passe aussi à côté à Baskonia. Hein. Qui rate son tout dernier match, effectivement. Il a tout raté sauf le tir qu'il fallait mettre à la fin. C'est ça. Donc on lui en tient pas rigueur. 52 tirs à 3 points, parlons de Paris, justement, pour le Paris Basketball sur le parquet de l'Alba Berlin. Un record all-time, justement, de l'Euroleague. Est-ce que pour vous, c'est une stratégie ou est-ce que c'est un peu une folie de prendre autant de tirs à 3 points, même si ça n'était que l'histoire d'un match? J'ai commenté le match et ce qu'on pouvait appeler une sorte de caricature de basket par moment dans ce match. Je pense que c'était un fait unique dans une saison et je pense pas qu'on puisse dire que Paris abuse. C'est leur jeu déjà à la base, mais c'était aussi dans ce match fou, 52 tirs, c'est vrai que ça reste un chiffre incroyable. Ils ont shooté plus d'un tir à 3 points par minute dans le match. C'est la stratégie qu'avait opté la défense de Berlin, c'est-à-dire laisser ouvert Paris, qui a été très très maladroit en première mi-temps, qui a arrosé, qui n'a pas mis dedans. Je crois que c'était 7 sur 26 en première période. Ensuite, ils ont ajusté la mire, ils ont pris des meilleurs tirs dans le bon timing. Ils étaient un peu surpris d'ailleurs d'être tout le temps ouverts. Et derrière, ils ont un peu plus mis dedans. Ce qui fait que voilà, Berlin a perdu sa stratégie. Je pense que personne d'autre va tenter cette stratégie, de laisser les Parisiens comme ça ouverts tout un match. Donc pour moi, c'est le fait d'un match. C'est vrai qu'on a des chiffres un peu records avec Nadir Riffi qui en tire 19 dans un match. Je crois que Berlin en a tiré 24 ou 25 sur l'ensemble du match. Donc c'est énorme. Le record est en Suède avec 21 tirs perso sur un match à 3 points. Lui, il abusait par contre. Lui, par contre, il abusait parce que c'était tous les matchs comme ça, lui. Donc moi, je trouve pas que c'est un abus parce que si on regarde les moyennes de tirs à 3 points pris par match cette année et l'année dernière, Paris est dans les eaux dans le top, hein, évidemment, dans les premières places des équipes qui prennent le plus de tirs à 3 points. Mais on est à peu près à 30 tirs par match à 3 points en moyenne. Ce qui était un peu le cas l'an passé des meilleures équipes d'Euroleague, ça prenait 30-31 tirs à 3 points. Donc pour moi, il n'y a pas d'abus véritable des Parisiens. Ça paraît caricatural sur une mi-temps, sur un match. Ouais, c'est ça, le chiffre brut, quand tu regardes juste le chiffre brut, moi ça m'a fait grincer des dents. Sans voir le match, je sais plus ce que je commentais ce soir-là, j'ai arrêté, j'ai dit 52, non, faut arrêter. Un tir tous les 46 secondes. Ouais, après, sur un match, c'est une défense box and one. Tu te dis, bon, ok. Il faut dire ça, il y avait box and one sur TJ tout le match. La défense te donne ça, ok, sur un match. Par contre, faut vraiment pas que ça devienne une habitude parce que ça va, pour le coup, ça va devenir une folie. Déjà, collectivement, 52, encore, tu vois, mais Nadir Riffi 19, pour moi, j'ai pas envie que Nadir, ça devienne un mec qui ne fait que ça, tu vois. Alors, il a un tir génial, mais ça fait un moment qu'on dit on aimerait bien voir Nadir faire autre chose, un petit peu attaquer, un petit peu fixer. Tu vois, je prends l'exemple en NBA, j'ai été voir parce que le chiffre de 19, il m'a tellement interloqué, j'ai dit mais Stephen Curry, il prend autant de tirs sur des matchs. Alors oui, chaque saison, il y a des matchs où il prend 20, 21 tirs, ça lui arrive sur un temps de jeu bien plus grand, sur un temps de jeu, enfin non seulement les matchs durent plus longtemps, mais Stephen Curry joue plus longtemps que Nadir Riffi aussi. Donc, est-ce que c'est pas le rôle de Nadir Riffi? Est-ce que t'as pas envie non plus forcément avoir un mec qui est ultra spécialiste de ça? Est-ce que ça peut pas apporter à une équipe?
c'est dangereux parce que il y a beaucoup de trucs, c'est qu'il y a beaucoup de tirs difficiles dans l'eau en fait. C'est que un mec qui te prend 19 tirs et c'est 19 tirs ouverts, d'accord. Mais quand sur les 19, t'en as 7-8 qui sont sur un pied par-dessus un défenseur où t'as un pourcentage de chance de le mettre qui est très très faible, ça commence à me déranger un peu plus. Je dis pas que ça me dérange parce que il est encore jeune et tout ça, mais j'ai pas envie que ça devienne exclusif à ça parce que je pense qu'il a la capacité d'être beaucoup plus que juste un tireur fantasque, Nadir. Jérém, folie ou stratégie? Moi, je suis pas vraiment d'accord avec ce qu'avance Nils. Moi, non seulement ça me dérange pas qu'il en prenne 19, parce qu'il en met 7. Et si on me dit à tous les matchs, Nadir Rifi va prendre 19 tirs à 3 points et en mettre 7, je réfléchis éventuellement à signer le papier quand même. Parce qu'il faut pas oublier qu'ils en tirent 52 et ils finissent à 38%, je crois, à 3 points. Ils en mettent 20, donc c'est pas mauvais, mine de rien. Et surtout, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'était pas une volonté de Thiago Splitter, c'était pas les joueurs qui se sont réveillés, qui se sont dit tiens, et on va faire que Darty à 3 points aujourd'hui. C'était vraiment une réponse au jeu de l'Alba Berlin et au coaching d'Israël Gonzalez, que je trouve parfois douteux pour avoir commenté l'Alba Berlin quelques fois. Mais j'ai trouvé ça intéressant qu'ils ne se sont pas laissés décourager. Souvent, on voit ce système-là utilisé sur un seul joueur, de le laisser très ouvert à 3 points. Et c'est comme ça qu'on défend souvent Cody Miller-McIntyre. On passe sous les écrans à chaque fois, on lui laisse beaucoup d'espace. Et ça perturbe les joueurs. Moi, j'ai bien aimé le fait que Paris n'ait pas changé son jeu pour autant. Et continue de prendre les tirs ouverts. Au final, c'est rentré. Et il passe devant dans le match. C'était un choix défensif de l'Alba Berlin. Paris a répondu comme il le devait en continuant de shooter, en gardant leur confiance en eux. Maintenant, si ça se fait pas à tous les matchs et que c'était juste occasionnel, moi ça me dérange pas du tout. C'est ce que j'ai commencé par dire. C'est sur ce match, du coup, ça me pose pas de problème. Je veux pas que ça se généralise ni pour Paris et encore moins pour Nadir Rifi. Mais pour le coup, les tirs difficiles que prend Nadir Rifi, oui, mais c'est son jeu, j'ai envie de dire. Et pour être un basketteur moi-même et quelqu'un qui aimait beaucoup shooter à 3 points. Brider comme ça un joueur et l'empêcher de prendre les tirs que son instinct lui dit de prendre, c'est jamais vraiment bon. Et s'il faut lui-même qu'il arrive à trouver son équilibre, mais c'est des joueurs qui ont un petit peu de folie comme ça en eux. C'est comme quand tu vois Marcus Howard, les tirs qu'il prend dans le match, parfois c'est pas des bons tirs et c'est pas des tirs ouverts que t'as envie de prendre, quoi. De temps en temps, mais que ça devienne pas sur tout un match, dès qu'il rentre, c'est tir difficile sur tir difficile. Parce que toi, tu dis il en met quand même 7 sur 19, mais ça veut dire qu'il y a 12 possessions. Alors, j'ai pas vu tous les tirs, je peux pas dire exactement combien il y en avait de difficiles, mais c'est-à-dire que sur 12 tentatives, il y a parfois des moments où tu pouvais aller chercher 2 points en travaillant, tu vois. C'est ça. Après, ça reste pas un mauvais pourcentage, hein, mine de rien. Non, c'est pas un mauvais pourcentage, mais sur les 12 ratés, il y a quand même 12 opportunités potentiellement d'aller chercher des points plus près du cercle. Je note, Jérémy, que tu as le plaisir de commenter régulièrement l'Alba Berlin. Plaisir qui n'est pas donné à tout le monde. Non, c'est vraiment pas un très grand plaisir. Franchement, le coaching d'Israël Gonzalez, des fois j'en peux plus. Il y a des c'est même étonnant qu'ils soient encore là, Gonzalez. Franchement, ça fait 3 ans. Surtout les choix défensifs, je comprends rien. Ouais, moi, le choix de la boîte, franchement, tu sais qu'il y a TJ Shorts, je trouve. Peut-être que ça n'a pas été bien exécuté, ou. Enfin, en l'occurrence. Ça marche pas, il n'y a pas la victoire, mais vas-y, il faut tenter un truc. TJ Shorts, il fait tellement mal. Je préfère un coach qui tente un truc plutôt qu'un mec qui va. Ouais, mais il doit s'adapter. Il doit s'adapter à partir du moment dans le troisième quart-temps. Paris met dedans. On va faire ça sur 40 minutes. Voilà. Et là, ils les ont laissés tranquillement, et que ce soit Ifi ou Ward, ça rentrait tout le temps. Et le troisième quart-temps était complètement fou parce que l'adresse était là au rendez-vous, et donc Paris a gagné grâce à ça, grâce au choix défensif de Gonzalez. C'est vrai que peut-être qu'il y a un moment pour passer. Et nous, je pense que ça reste une photo, quoi. Donc c'était peut-être aussi Paris se fait remarquer dans ce début de saison d'Euroleague. 4 victoires pour 3 défaites. Allez voir d'ailleurs les résumés et le replay de ce match complètement fou à l'Alba sur notre YouTube et sur la plateforme. Nicolas Lang, 759 tirs à 3 points désormais en Betclic Elite. Ça y est, il a battu le record d'Eric Mikou. Est-ce qu'on s'arrête sur ce record? Ouais, c'est une part d'histoire du basket français qui s'écrit, c'est important. Pendant longtemps, en plus en France, sur la Ligue, on n'a pas forcément tenu les chiffres et on n'a pas trop honoré les garçons qui brillaient statistiquement dans notre championnat. Donc c'est un record marquant sur en plus quelque chose qu'on n'a pas eu tant que ça en France, d'énormes shooters. On a parlé au début de l'émission d'Hervé Dubuisson, il était de ceux-là, des grands shooters, mais des Français qui étaient aussi réguliers au tir et aussi habiles dans cet exercice-là qui est très particulier. On n'en a pas eu 40, donc il faut s'arrêter, il faut célébrer Nicolas Lang, sans doute. Et ça alimente le
storytelling du basket français. Donc tu fais parler de toi, tu refais parler, il y a un record à battre, forcément. Ça ne peut être que bénéficiaire. Nico, Jérém. Oui, bravo pour cette performance. Nico Lang est d'ailleurs le meilleur marqueur de la Betclic, si je dis pas de bêtises. Donc c'est une sacrée perf pour un joueur de son expérience. Sur l'ensemble de sa carrière, c'est un accomplissement. Je pense qu'on l'a vu très heureux. Et de battre son record et de gagner ce match aussi dans une équipe de Limoges qui est toujours un petit peu en difficulté dans le championnat de France. Donc un grand satisfecit pour Nico Lang parce qu'il le mérite. C'est un super mec et un super joueur. 19.7 qui peut inspirer potentiellement en plus des jeunes. Nico Lang, des jeunes qui physiquement sont pas les meilleurs ou quoi, qui peuvent développer un tir régulier, parce qu'en plus Nicolas Lang, pour les jeunes, je pense que la mécanique de shoot est à regarder et à copier à tout prix. On parle souvent de Klay Thompson en NBA, nous on a Nicolas Lang, c'est chirurgical. C'est le bras, Bon, les appuis évidemment, mais le bras est incroyable. Mais c'est son père qui résumait le mieux Nicolas Lang, c'est-à-dire que parce que son père était un ancien joueur, pas de haut niveau, il a coaché, il disait Nicolas Lang, c'est 20 secondes au 100 mètres et 3 cm de détente. Et on peut faire carrière, et on fait une carrière magnifique quand même, avec des sélections aussi en équipe de France pour Nico. 19.7 pour Nicolas Lang, qui est effectivement le meilleur marqueur du championnat de France, devant Nadir Hiffi, 19.4. Jérém, pour conclure sur Nicolas Lang, les records sont faits pour être battus. Énorme, c'est ça. J'avais vu Eric Micou justement en parler un petit peu de ce record qu'il avait, en disant que le basket était différent, que s'il avait pu jouer aujourd'hui, évidemment il aurait été mis dans des circonstances différentes, peut-être qu'il aurait pu plus shooter, etc. Mais ça c'est un débat sans fin. Mais grosse félicitations à Nicolas Lang, qui est un artiste du shoot. Puisque tu aimes l'histoire et les événements, Nils, forcément tu vas réagir à Dominique Malonga, qui est la première française à dunker en match professionnel. Oh, le silence. Oui, non, si, c'est un événement. C'est un événement. Oui, c'est un vrai événement pour toi quand même. C'est un petit événement. Ça se souligne, mais c'est pas aussi fort qu'un record. C'est pas. Non, surtout la manière. La manière. J'ai pas envie d'être dénigrant, mais tu vas l'être, vas-y. Non, c'est en contre-attaque, c'est avec un gros écart au score, donc le geste reste exceptionnel. Il y a très peu de femmes qui l'ont fait, et en plus Dominique est très très jeune, donc c'est encore plus excitant parce qu'il y a une promesse d'avenir, mais ça reste un geste. Mais c'est pareil, c'est un geste qui est à refaire maintenant pour les autres. C'est aussi une sorte de motivation. Bien sûr. Pour le reste du basket français chez les femmes, non ? Bien sûr, mais ça. C'est quelque chose qu'il faut souligner, c'est quelque chose, je pense, qui a été bien souligné quand c'est arrivé. Après, je sais pas, est-ce qu'on en reparlera dans 30 ans, tu vois oui, peut-être, on dira la première femme à avoir dunké en pro en France, c'est Dominique Malonga. Nico, Jérém, on en reparle dans 30 ans ou pas ? Pour moi, c'est anecdotique et je passe bien volontiers. Bravo à cette petite perf pour Dominique Malonga qu'on espère effectivement l'avoir réalisée en match avec l'équipe de France. Ça serait évidemment une première encore plus étonnante, et ça ferait rayonner encore plus le basket féminin français. Mais sans plus. Ça reste 2 points, comme disait Alain Jardel. Un dunk ou un panier à 2 points. Ça reste 2 points. Si elle avait fait un move post-up, qu'elle était partie en dribble et qu'elle avait dunké, je te parle pas de poster ou quoi, tu vois, ça aurait peut-être été encore plus marquant que là on contre-attaque toute seule. Très bien. Jérém, je t'entends pas, donc je vais passer à la suite. Sur Allez, Kylian Hayes, en G-League, est-ce que c'est une option compréhensible ? Est-ce que vous voulez vous arrêter sur Kylian Hayes qui, pour poursuivre son rêve NBA, reste tout simplement aux États-Unis ? Non, pas en parler. Moi non plus, ça m'intéresse pas à l'heure actuelle. On verra quand il reviendra en Europe. On parle pas de la G-League. On parle pas de la G-League, très bien. Parlons de la NBA. Parlons de la NBA avec les Celtics. On va le faire en 2 fois. Tiens, les Celtics que Ergin Ataman a encore tenté de se proclamer champion du monde. Et il a dit, si vous voulez être champion du monde, il faut battre les champions d'Europe. Vous avez un peu la fatigue de ce débat sans fin, ou ça vous donne toujours envie de voir un match officiel champion d'Europe contre champion NBA ?
C'est du Ataman dans le texte, donc il n'y a pas de surprise à l'entendre parler de ça. Moi, je suis pas opposé au principe, j'aime plutôt bien, pourquoi pas, sur un match comme ça, instaurer ce genre de rencontre. Je suis pas sûr que la NBA ait grand-chose à y gagner, hein, franchement. Ça reste la meilleure ligue, le meilleur championnat, même s'il y a beaucoup de matchs qui sont pas forcément très intéressants, on l'a déjà dit dans cette émission. Voilà, pour moi, les champions du monde, ce sont les Allemands en 2023. On est d'accord là-dessus. Mais ouais, pareil, passer vite, hein, ça fait envie, on en a tous envie. Ça n'arrivera pas. Si ça arrive, ça n'aura que très peu d'intérêt parce que ça n'aura pas l'intensité d'un vrai match. Donc, bof. On passe à la dernière question. Je suis d'accord. Moi, je paierais très cher pour voir un match avec enjeu, avec un titre à la clé et un match vraiment médiatisé. Mais non, probablement que ça se fera pas. Et même si ça se fait, ce sera plus de l'exhibition qu'autre chose, quoi. Par contre, je sais pas si tu veux enchaîner là-dessus, Fred, mais si on peut instaurer une bagarre entre Ataman et c'était la dernière question, voilà. Mais on va y venir tranquillement. Non, par contre, moi, un dernier mot sur ça, c'est je suis pour que Ataman continue à faire ce qu'il fasse et que beaucoup d'autres continuent à faire parce que à force de dire aux Ricains vous voulez être champion du monde, venez nous battre, au bout d'un moment il y a une équipe qui va dire bon les gars on va les taper pour leur montrer ou quoi, et là on va avoir un vrai match peut-être. Et là on va rigoler. Est-ce qu'on rigolerait avec la bagarre en NBA? Pour finir sur les Boston Celtics, c'est l'idée du coach des Celtics, Joe Mazzulla, qui dit j'aimerais bien revoir la bagarre pour le divertissement. Finalement, moi je vous le dis, c'est la seule fois où je vais prendre vraiment parti à fond dans cette émission. Je pense que c'est une bêtise, mais est-ce que ça vous tente? Et quoi, il parle de la bagarre des Bad Boys de Détroit à l'époque où ça envoyait des. Il parle de remettre un peu de bagarre dans le jeu ou ça parle de malice de Palace de vraiment se taper avec les poings. Il a parlé de bagarre comme il y a en NHL. En NHL, voilà. Et c'est là où il a parlé de power play également. C'est là où je vais intervenir avec mon magnifique maillot des Nordiques de Québec. Je sais bien, Nico. Je voulais pas te lancer tout de suite pour voir ce que les gens en pensaient, mais vas-y. Parce que la bagarre, toi, tu connais bien. Non, mais voilà, il faisait une comparaison qui est pour moi hasardeuse entre deux sports différents dans certains domaines de jeu, même si ce sont deux sports hyper rapides. Oui, au hockey, il y a de la bagarre et elle est instaurée, il y a des règles tacites de laisser se battre des joueurs. Quand un joueur enlève les gants, ça veut dire qu'il veut se battre avec un adversaire. Donc on laisse se battre et les arbitres laissent les joueurs se battre jusqu'à temps qu'il y en a un qui tombe. Tu fais comment au basket? T'enlèverais quoi les choses? Voilà, non mais c'est pas applicable, c'est pour ça que quand on réfléchit 5 minutes... Le short faut se battre les bons salaires chez nous. Mais de toute façon, on ne pourra pas empêcher qu'il y arrive des bagarres parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Un joueur qui pète un plomb, ça part comme Détroit Indiana, effectivement. C'était pas écrit dans le texte qu'ils allaient se battre, mais donc il y en aura forcément des bagarres. Et encore, il y en a de moins en moins avec les techniques. Maintenant qu'on essaie d'aseptiser le jeu à la moindre petite phrase, hop, technique. C'est quoi, moi, Joe Mazzulla, sa phrase, je la prenais plus par rapport à ça, par rapport au remettons du trash talk, remettons un petit peu de la dureté, comme les Bad Boys de Détroit à l'époque. Ça, moi, je suis d'accord. Remettons ça, un peu d'arrêter d'aseptiser. Et il y a un mec qui va regarder l'adversaire après un dunk, technique. Non, on est d'accord. Si on remet ça, on retrouvera un peu de spectacle en NBA. Je pense qu'il réfléchissait à voix haute, en fait. Quand j'ai vu la séquence, c'est le journaliste qui lui posait des questions et... il affirmait des choses sans y avoir réfléchi. Tu voyais bien que ça collait pas, quoi. Bon, bagarre, on n'oublie pas quand même à la bagarre au hockey, il y a déjà eu des morts, hein. Notamment un, j'en ai en tête, mais bon, c'est pas forcément une bonne idée, quoi. Bon, on va faire la bagarre métaphorique, on va faire le quiz. Messieurs, le talk c'est terminé. Passons au quiz dans cette émission. Nico, c'est bon, tu vas tenir avec nous jusqu'au bout du quiz, pas de soucis. C'est bon. Allez, c'est bon. Technique, le quiz marche. La technique est au taquet. On peut y aller pour le quiz, qui est évidemment un quiz spécial équipe de France, puisqu'on en a beaucoup parlé dans le début de l'émission. Allez écouter notre débat sur le 5 all-time des Bleus. Question 1, c'est un vrai ou faux? Une point par bonne réponse. 6 bonnes réponses d'ailleurs, vous allez tous me répondre vrai ou faux. Céline Dumerc est évidemment la recordwoman des sélections en bleu, hommes et femmes confondus. Elle en compte plus de 275, vrai ou faux? Vrai. Vrai pour Nico. On va dire vrai. Vrai pour Jérém. Et Nils. Vrai. Eh bien c'est évidemment faux. 262. Putain, voilà, j'ai pas voulu prendre de risque. C'était sûr. 262 pour Céline Dumerc devant les 259 d'Hervé Dubuisson. Pas de points sur la première question. Question 2. Dumerc la plus sélectionnée, mais elle n'est pas
elle n'est pas dans le top 10 des meilleures marqueuses des Bleus EUS. Vrai ou faux? Elle a une place de sélection, mais elle n'est pas dans les 10 premières marqueuses de l'équipe de France féminine. Vrai pour Nico? Vrai. Elle n'est pas je vais dire faux. Tu vas dire faux, donc toi tu vas dire qu'elle est dans le top 10. Elle n'est pas dans le top 10 pour Nils et Nico. Un point pour Jérém car elle est 10ème. C'était faux. 1727 points. 13 points devant Cathy Malfoy qui joue dans les années 70. Question pas 3. la sœur de Drago, hein, attention. Non, absolument pas. Très belle culture, magnifique. Moi je suis friand de ça. Moi. Le meilleur marqueur all-time, Nils, tu l'as dit tout à l'heure, c'est Hervé Dubuisson. Combien de points? 1 point pour le plus près et 2 points si vous êtes tout pile. Combien de points pour Hervé Dubuisson en bleu? Eh ben c'est Nico qui va commencer, Nils ensuite et Jérém en dernier. Oh là là. C'est toi qui as cité Hervé en Dubuisson bleu, tout à hein. l'heure. Combien de points pour Hervé bleu. Dubuisson en bleu? 15 ans. C'est dur. C'est pas évident. Si Je l'ai quelqu'un... vu en plus cet après-midi, mais Là, je sais bien, je sais que t'as bossé. Allez, C'est Je vais voir, parce que- honteux. Si quelqu'un me répond, Non, 1500 points. 1500 points. 1550 points. 1550. Nils? C'est à moi? Oui. On va tenter un 889. 889. Et il me reste... On va aller taper au-dessus. On va dire de 2000. 2000 points pour Jérém. Je vais vérifier parce que j'ai vu ça tout à l'heure, mais vous me mettez le doute parce que vous êtes vraiment très très... Ouais, Très moi j'ai dit 800, mais Ça pour me- moi c'est c'était très peu, plus quand même, 500, autour des 500, non? Ah Non, ouais, non, ça c'est me paraît beaucoup très plus peu. que ça. C'est beaucoup plus, C'est ah ouais? beaucoup plus que ça. Je revérifie en même très temps, mauvais, hein, alors. évidemment. Mais Jérém, le point va être pour toi dans quelques secondes. Puisque au niveau des points, et c'est bien ça, 3913 Oh là là. Ah ouais. points Ah ouais. pour Hervé Dubuisson. Je vais aller En consulter parce que là c'est la mémoire, hein. C'est pas les connaissances. On est à 2 points pour Jérém. T'es bien parti, Jérém. Tu es toujours le seul sans victoire. C'est peut-être pour toi aujourd'hui. Il faut trouver le joueur. Guess the player. Ça vaut 1 point pour un joueur qui a commencé au CSP Limoges. Avant d'aller au PAOK Salonique. Fred Weiss. Fred Weiss qui a ensuite joué à Malaga, Bilbao, Minorque et est revenu au CSP Limoges. Premier point dans ce quiz pour Nico. Encore un guest the player pour une joueuse qui a commencé à Valenciennes en 2004. Sandrine Gruda. Elle est ensuite allée à Arras en 2008. Avant de fréquenter Nantes-Rezé, entre 2011 et 2015. Elle a ensuite été joueuse de l'AT Montpellier entre 2015 et 2017. Sarah Michel. Isabelle Yacobou. Avant de terminer sa carrière à Bourges. Et c'est Sarah Michel Bourri qui vient de prendre sa retraite. Ça va, Nils? Ça va. Point également pour Nico. 2 points pour Nico, 2 points pour Jérém et Nils toujours Fanny. Nils, peut-être que tu vas te refaire là-dessus, c'est des enchères. Et ça vaut 2 points pour celui qui va trouver. Et c'est 1 point pour les autres si celui qui prend la main se trompe. Combien de joueurs sur les 12 champions d'Europe 2013 pouvez-vous me citer? Peut-être quelqu'un veut me citer les 12. Qui veut prendre la main? Champion d'Europe 2013. Les champions d'Europe masculins 2013, combien vous pouvez m'en citer sur les 12 champions d'Europe? On ne compte évidemment pas le... Prendre. pas le Qui stade. commence à. Ah ben n'importe qui, allez-y. Hein. Je vais en tenter 8. 8, c'est pas mal, 8. 8, c'est pas mal. Est-ce qu'on a un 9? Est-ce qu'on a un 10? Allez, 9. 9 pour Nico. Ah non, j'y serais pas. Jérém abandonne. Nils, est-ce que tu tentes la pression? Ouais, c'est combien de points? C'est 2 points, tout seul. De toute façon, je suis à 0. Oui, Oui. je prends. Allez. C'est les 10, c'est ça? C'est 10 sur 12 pour toi. Ouais. Mais Nico peut peut-être tenter 11 ou 12. À 12, il y a un bonus d'1 point. Hein. C'est 3 points à 12. Hein. Mais- C'est dur, hein, 12. Hein. Ah bah, c'est les 12, donc... Allez, 11. 11 pour Nico. Nils, est-ce que tu l'as fait monter suffisamment à ton goût? Ou est-ce que tu tentes les 12? Il va forcément m'en manquer un dans cette histoire. Et ça, c'est moche. M'embête, Nicolas Bayou. Ah, tu peux laisser, hein. S'il se trompe, c'est 1 point pour toi. Allez, je lui laisse. Ah, Nico, On va 11 essayer des de 12 prendre un champions point de d'Europe. raccro, c'est moche.
Allez, c'est parti. Poste de meneur, Antoine Dio, Tony Parker. Oui. Flo Pietrus, je dis un peu dans le désordre. Flo Pietrus y était. Geoffrey Lauvergne, Charles Cahudi, Alexis Ginsa, Mike Djellabal. Oui. Flo T'en as Pietrus. 7. J'en ai 7. Tu m'as dit Parker, Dio, Pietrus, Jololo, Nando. Cahudi, Aginsa, Gélabal, De Colo, ça fait 8. Flo Pietrus, je l'ai dit. Oui. Il t'en manque 4. Nicolas Batum, bien évidemment. Nicolas Batum, bien évidemment, il t'en manque 3, donc 2 pour avoir le point. Nicolas Batum. Jololo, j'ai dit. Agence à l'intérieur. J'ai la balle. Gélabal, tu l'as dit. Je vais être un peu court, je crois. Je crois que j'en ai 2 à rajouter, moi. Mais il y en a qui avaient Nico que j'aurais pas eu. Nils. Non, parce qu'il y en a que Nico a donné, je les aurais oubliés. Est-ce que tu vas les avoir, Nico? Non, je sèche. Je peux en donner. Vas-y. Est-ce que je me trompe si je dis Johan Petro? Tu ne te trompes pas. Johan Petro. Et il y avait l'escroc, c'était Chikambu? Non. Non. Bocolo? Non. Non, ok. Non. Il y avait Tony Parker, il y avait Thomas Hurtel. Attends, j'ai pas cité Tony Parker? Si. Ah bon, Si, d'accord. si. Par contre, Thomas Hurtel, tu l'avais pas, je crois. Ouais, Thomas Hurtel, je l'ai pas cité. Tu n'avais pas cité. Je l'aurais pas donné non plus. Tony Parker, Thomas Hurtel, Antoine Dio, Nando De Colo, Charles Cahudi, Nicolas Batum, Boris Dio, Florent Pietrus, Michael Gélabal, Geoffrey Lauvergne, Alexis Aginsa et Johan Petro. 3 points pour Jérém, 1 point pour Nils, 2 points pour Nico qui a au moins eu le courage d'y aller. Le panache. C'était pas simple, mais pas mal. T'étais pas très loin, mais t'étais pas. Question pour 1 point. Donnez-moi les années des 2 victoires des Bleus féminines à l'Eurobasket. 2001-2009. C'est point pour Nico, qui a été vite et je sentis le silence chez ses adversaires. La liste, vous allez me répondre chacun à votre tour. 3 points pour celui qui sera le dernier en vie, 2 points pour le deuxième, 1 point pour le dernier. Donnez-moi une nation vainqueur d'un Eurobasket masculin ou féminin. C'est celui qui est en dernier qui commence. Le dernier, c'est Nils. Il y a 18 réponses. Masculin, féminin, Eurobasket, championnat gagnant. Nils. On va dire la France déjà. La France est une bonne réponse. Ensuite, c'est Nico. L'Espagne. L'Espagne, oui, bien sûr. Jérém. La Serbie. Oui, la Serbie, on est bien. Donc ça comprend Serbie, Yougoslavie, Serbie, Monténégro. Hein, tout ça c'est éliminé évidemment. La Slovénie. Slovénie, c'est bon pour Nils. Ensuite, c'est à Nico. La Grèce. La Grèce, je vérifie, mais oui, évidemment. France, Espagne, Serbie, Slovénie, Grèce pour l'instant. Jérém. La Russie. La Russie, URSS, c'est validé. On n'a pas dit encore l'Allemagne. On n'a pas dit l'Allemagne et pour une bonne raison. Non, c'est une bonne réponse. Nico. La Pologne, chez les filles. La Pologne, oui, absolument. La Pologne est une good answer. Ouais, il dit 8 réponses sur 18 pour l'instant. C'est à Jérém. La Turquie. La Turquie est une mauvaise réponse. Oh. C'était mon suivant à donner. Merci Jérém. Je revérifie, hein, mais la Turquie, non, la Turquie n'a pas gagné d'Eurobasket. Est-ce que la Belgique, chez les femmes? Est-ce que la Belgique, oui. Ouais. Est-ce que la Belgique, oui, absolument. Chez les femmes, tout à fait. L'Italie en 99 en France avec le fils Ménéguin. L'Italie est une bonne réponse. On est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 réponses. Il reste 8 possibilités
de vainqueurs d'Eurobasket masculin ou féminin. Nils. On a dit Yougoslavie, ça a englobé On Serbie. a dit ouais, c'est Serbie, Yougoslavie, Serbie, Monténégro, oui. Ok, mais c'est un tout est- autre pays tout est derrière qui était dans la Yougoslavie qui l'a gagné. Faut le reciter ce pays. Hein. Il l'a gagné tout seul après la sortie de la Yougoslavie. Dans Serbie, je compte Serbie, la Yougoslavie, la Serbie et la Serbie-Monténégro. D'accord, mais par exemple, si je te qu'il peut dis y en la avoir Croatie, Si tu me dis la Croatie, ça compte pas dans ces pays, est-ce que c'est ta réponse? c'est ma réponse. C'est ta réponse, c'est une mauvaise réponse. Et ça, Ah c'est bon, bah dommage. voilà. Je pensais que chez les filles, la Croatie avait gagné. Alors, est-ce que tu as besoin de me donner une dernière réponse Nico, oui, si tu me donnes une dernière réponse, tu as gagné. La République tchèque. La filles. République tchèque est une bonne réponse. Est-ce que tous les gagnants restants c'était chez les femmes? Ou on a Non, oublié non, chez les non, hommes on n'a pas cité quoi? On n'a pas cité la Tchécoslovaquie chez les hommes, on n'a pas cité la Hongrie. Tchécoslovaquie, ça rentre avec République tchèque aussi. Non, justement, c'est pas pareil. C'est très technique. Oui, mais c'était la seule Lettonie chez les filles, non? La Lettonie, on l'a pas cité chez les hommes. Hein. Chez les hommes, la Lettonie en 1935, je crois d'ailleurs. Ah ouais, d'accord. On n'a pas cité quoi? On n'a pas cité la Bulgarie, on n'a pas cité l'Ukraine chez les filles. Donc la République tchèque, on l'avait pas cité. Et on n'avait pas cité, évidemment, l'Égypte chez les hommes. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, l'Égypte, L'Égypte. championne d'Europe. Et la Chine. Je pensais bien que personne ne l'aurait celle-là, mais quand même. 6 points pour Nico, 4 points pour Jérém, 3 points pour Nils. Il reste 4 points en jeu, tout est possible. Question 9. Contre qui la France a-t-elle disputé son premier match international? La Belgique. Les États-Unis? Non, L'Angleterre. non, L'Espagne. non plus. Faut balancer au pif en fait. Ah oui, L'Angleterre. non, L'Allemagne? non. On tourne L'Italie. autour pourtant. L'Italie, bonne réponse de Nils, bravo Nils. Yay Qui prend 2 Au points pif. C'est le plus de réponses. Ah la vache. et qui relance ce quiz. Oh, les complètement. points moches, les points que j'ai, c'est sur du pif et sur Nico qui se trompe. Oh là là. C'est que Et- du rebond offensif là. Et en plus, la dernière question est vraiment une saloperie sans nom. C'est un plus ou moins où vous allez jouer chacun votre tour. Ça vaut 2 points. Ça veut dire que Nils, si tu le gagnes, c'est pour toi. Nico, si tu le gagnes, c'est pour toi. Jérém, si tu le gagnes, il y aura un rébut pour vous départager. Le plus ou moins, c'est combien de matchs, sachant que c'est Jérém qui commencera, Nils ensuite, Nico en dernier. Combien de matchs la France a-t-elle officiellement disputé chez les hommes depuis ce premier match en 1926? Donc depuis France-Italie 1926. Chez les femmes, c'était France-Suisse en 1938, tiens, pour la petite info, le premier match. Depuis France-Italie 1926 jusqu'à France-États-Unis 2024, combien de matchs la France a-t-elle officiellement disputé? Jérém, tu commences. Allô, Jérém? Je vais dire. Oh là là là. C'est un plus ou moins, après ça va monter, il va falloir être stratégique après, mais pour le premier, tu peux y aller. Combien de matchs officiels? Alors, on peut dire plusieurs réponses donc. Ah non, une, c'est chacun votre tour. D'accord. 1005? 1500, c'est moins. Nils, Ça doit pas être bien loin. 1410. 1410, c'est moins. Nico, 1312. 1312, c'est plus. Ah, Jérém, 1360. 1360, c'est moins. 1344. 1344, c'est plus. Nico, 1352. 1352, c'est plus. Ah, ça va se jouer au buzzer. Jérém, 1354. 1354, c'est plus. Oh là 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 là. C'est terrible. Nils, 355. 1355, Nils? Oui. C'est ta réponse? Oui. C'est pas ça, c'est plus. Nico, 1356. 1356, c'est plus. Jérém, 1358? 1358, c'est plus. Nils, Oh là là. 1360. 1360, c'est moins. Nico, 1359. il a gagné la victoire de Yes. Nico. Ah, c'est terrible, on l'avait déjà dit 1360 en plus. Aïe, aïe, aïe. Moi j'ai pas noté, voilà. Ah, bah, c'est une J'étais erreur. pas mal 1400 au premier coup, j'étais pas mal. Rookie mistake, t'étais très très bien. T'as dit 1500 au premier coup, J'ai dit c'était 1005, ouais.
C'était beau, c'était bien joué, bravo. Vous voulez faire le rébut en cadeau? Allez, faisons, allez. Mais c'est bien Nico qui a gagné. Mon premier est un endroit fermé. Mon deuxième est un chiffre présent sur un dé. Mon troisième est situé aux côtés d'un cours d'eau. Et mon dernier est un liquide que l'on aime boire au travail. Mon premier est un endroit fermé. Claude Bergeau. Claude Bergeau, bravo Nils. Félicitations, mon premier est un endroit fermé, un endroit clos. Mon deuxième est un chiffre sur un dé, 1, 2 évidemment. Mon troisième est aux côtés d'un cours d'eau, une berge. Et mon dernier est un liquide que l'on aime boire au travail, c'est de l'eau. Claude Bergeau, mon tout, a été un sélectionneur des Bleus. Victoire de Nico, mais Nils prend le rébut pour la première fois. Bravo Nils. Jérém, ça progresse, mais ça n'est pas encore assez face. Il y a eu un début, ça ressemblait à Bologne l'année dernière. Face à Maître Onimus et Maître Bayou. Peut-être la semaine prochaine pour la 4e émission. Jérém, messieurs, merci d'avoir été là. Rendez-vous mardi prochain. Tous nos contenus à consommer sans modération sur notre chaîne YouTube et évidemment journée d'Eurocup et d'Euroleague cette semaine. À mardi prochain. Bye bye. Salut. Bye bye.